Alors depuis ce matin, on a traversé différents champs. Là, on est vraiment rentré dans une réalité extrêmement immédiate, concrète, j'allais dire clinique. Et merci de ces approches extrêmement concrètes. Je le dis, on a le plaisir d'accueillir la ministre. Merci d'être là. Je me permettrai de vous donner la parole dans un instant après la synthèse de cette matinée que va faire Geneviève Larocque. Mais juste pour vous dire ce qui s'est passé depuis ce matin, nous donne le sentiment que le plan Alzheimer du président de la République, le plan 2008-2012, a bien fait de convier aussi l'éthique à ce rendez-vous. Parce qu'avec des professionnels qui sont dans cette salle et qui sont vraiment touchés de votre visite, vous allez voir à quel point l'éthique est la préoccupation quotidienne et la reconnaissance politique à travers le plan Alzheimer de ce que des gens font au quotidien, souvent dans la discrétion, dans l'humilité d'EHPAD, d'établissements, d'hôpitaux, mais aussi beaucoup au domicile. Un moment de cette nature, votre présence va leur apporter beaucoup. Donc merci, je vous demande d'applaudir notre ministre qui est ici présente. Et je vais inviter Geneviève Larocque, qui est une historique, puisqu'elle préside la Fondation nationale de gérontologie. Mais Geneviève Larocque, pour les gens qui connaissent les questions d'éthique, qui sont préoccupés de la fin de vie, savent aussi qu'il y a une fameuse mission Larocque, il y a un rapport Larocque de 1986-87, qui était un rapport pour nous important et qui avait son nom. Voilà. Mais cela étant, indépendamment de ça, je donne la parole. On va voir ce que Geneviève a tiré de ces différentes dimensions, à la fois très philosophiques, très concrètes, et avec le moment le plus fort, et j'invite la ministre, on vous enverra la cassette, c'est l'intervention inaugurale avec Blandine Prévost, qui préside une association de jeunes personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui nous a parlé de la maladie, de son vécu, de ce qu'elle éprouvait, à la fois de son appréhension, mais aussi de ce qu'elle attendait de la cité en termes de solidarité. On a eu aussi Nicole Bochet, juste avant que vous n'arriviez, qui nous a parlé de la réalité de l'aidante, qui est une aidante aujourd'hui endeuillée. 70% des personnes sont dans leur domicile. Et c'est vrai que vous l'aviez déjà développé du temps où vous occupiez des aînés avant ce ministère, avec votre initiative sur les proches, qui va être renouvelée dans quelques jours. C'est au cœur de nos préoccupations. Je donne la parole à Geneviève. Madame le ministre, bonjour et bonjour à tout le monde. Et c'est complètement impossible de faire une synthèse de ce qui a été dit ce matin parce qu'il y en avait trop, que c'était beaucoup trop riche et que c'était beaucoup trop à la fois d'informations et de sentiments. Et ce qui veut dire qu'on ne peut pas d'ailleurs faire de travail intellectuel si on ne fait pas de travail affectif en même temps. Et à ce moment-là, je me suis dit que la seule moyen de s'en sortir, c'était de ne pas essayer de faire une synthèse, mais d'essayer d'aller chercher des gens qui m'aident. Et dans ces cas-là, on s'adresse aux fabricants, on s'adresse aux créateurs, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux poètes. Alors, le malade d'Alzheimer, il n'est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, et même infiniment. Et vous prendrez même, avec les deux orthographes possibles, M' IME ou ME accent circonflexe ME. Mais ce même malade, pour lui, les couleurs, les parfums et les sons se répondent, et s'il ne peut plus, au bout d'un certain temps, s'exprimer par la parole intelligible, il peut toujours s'exprimer par les 5 sens, et je pense que ce travail des 5 sens est quelque chose d'important qui a été rappelé à partir des yeux. Mais ce malade évolue, et les gens qui sont autour de lui évoluent aussi. Et viennent, le temps sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure, et le malade demeure toujours cette même personne, même lorsqu'il est devenu étranger dans son pays lui-même. Et je pense qu'à partir de la parole du poète, des poètes d'ailleurs, il y en a plusieurs, on peut s'appuyer également sur la parole du psalmiste, dont on aura également besoin dans la réflexion, parce que dans cette affaire si compliquée, qui gardera les gardiens eux-mêmes ? Et à ce moment-là, on peut se poser des questions sur l'évolution qui n'est pas une stagnation, qui est une évolution qui est subie, mais qui n'est pas subite, et qui est lente, et qui est par paliers, et qui a quelquefois des allers-retours, et à travers laquelle le malade lui-même se perd, étranger dans son pays lui-même qu'il est, et se perd son accompagnant, ses accompagnants, parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment le rejoindre dans ce pays étrange.
Et à ce moment-là, il faut quand même continuer à décider. Continuer à décider quelque chose ou continuer à se décider à quelque chose. Et cela, il faut essayer de le faire ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le faire ensemble? Est-ce que cet ensemble est un orchestre? Mais à ce moment-là, qui a écrit la partition? Et ce mot partition, que signifie-t-il lui-même? Est-ce qu'il s'agit d'une description? Est-ce qu'il s'agit d'une coordination? Ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle séparation? Et je pense qu'à ce moment-là, on se reposera la question du rôle de chacun dans cette affaire pour accompagner, pour soutenir, pour suppléer, quelquefois même, quand même, pour se substituer. Alors que nous avons dit, nous nous sommes entendus pour dire « les jours s'en vont, je demeure », que cette capacité et cette compétence subsistante du malade, même du malade avancé, elle subsiste toujours. Elle subsiste toujours et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir qui va garder les gardiens. Parce que nous sommes devant un triangle extraordinairement compliqué. Ce triangle qui est composé du malade, des aidants, des proches et des professionnels, voit ce malade tout seul à la pointe du triangle. Mais les deux autres éléments sont multiples. Les deux autres éléments peuvent être contradictoires à l'intérieur d'eux-mêmes. Et l'aide-soignant ne pas avoir la même opinion que le neurologue, or leurs opinions à tous les deux sont respectables. Et l'épouse peut ne pas avoir le même avis que la fille, qui n'aura pas le même avis que le fils. Et puis si la belle-sœur et la cousine Ursule s'en mêlent, où va-t-on? Et que fait ce malheureux malade là au milieu, qui ne peut plus toujours s'exprimer aussi clairement que les autres le souhaiteraient, et qui s'exprime clairement? J'ai beaucoup aimé la confusion entre la ficelle et la ficelle, ce qui veut dire que certaines compétences sont difficilement transmissibles, parce que n'importe quelle mère de famille sait parfaitement qu'acheter une ficelle, c'est pas la même chose qu'acheter un bâtard, et que la ficelle de papier, c'est pas la même chose que la ficelle de lin. Mais dans les deux cas, c'est compliqué, parce que le malade, quand il dira ficelle, de quoi s'agira-t-il? De quoi s'agira-t-il? Ce qui fait que ce triangle complexe, a besoin de s'appuyer sur un truc tout bête, qui est la consultation des SVP. SVP, savoir. Comment est-ce que je vais évaluer mon savoir, le savoir du malade? Ce savoir subsistant, complexe, difficile et évolutif. Comment est-ce que je vais évaluer ton savoir, à toi le proche aidant, qui a un savoir souvent confus, parce que c'est un savoir profane, et que ce savoir profane ne s'exprime pas toujours très bien. Et comment va-t-on exprimer et évaluer le savoir du sachant, le savoir du clerc, le savoir de cet ensemble de clercs-gens, toute cette église compliquée du soin, du médico-social et du social qui s'entrechoquent, qui se combinent, quelquefois se contestent réciproquement. Et pour pouvoir savoir, j'ai besoin de savoir pour traiter. Qu'est-ce que ça veut dire traiter? Est-ce que ça veut dire donner des médicaments encore peu efficaces? Est-ce que ça veut dire des traitements non médicamenteux? J'adore cette formule qui est complètement idiote, qui est totalement idiote parce qu'il ne s'agit pas de traitement, il s'agit d'accompagnement, il s'agit de travail avec, il s'agit d'activités communes, il s'agit de faire des choses ensemble. Tiens, on retrouve de l'ensemble là. On n'en était peut-être pas sorti de l'ensemble. Et puis il faut vouloir. Qu'est-ce que je veux, moi, le malade? Est-ce que je suis encore capable de vouloir? Est-ce que je veux mon pullover rose plutôt que le vert? Est-ce que je veux que tu me soignes? Est-ce que je veux t'accompagner? Est-ce que je veux que tu me donnes à manger ou est-ce que je veux pas? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux respecter ce que je suis, mais est-ce que tu le sais, ce que je suis? Tu veux respecter ce que j'étais, mes blonds d'un chien? Est-ce que tu sais ce que j'étais? Et est-ce que tu sais si ce que j'étais, c'était ce que j'étais profondément? Ou est-ce que je m'habillais? Je m'habillais pour la société et que maintenant que je suis malade, je peux enfin me déshabiller, être moi-même, être surprenant et vouloir autre chose. Et alors il s'agit de quoi?
Il s'agit de pouvoir. Que puis-je encore? Est-ce que je peux m'opposer? Jusqu'où je puis m'opposer? Le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire non, pour choisir, le libre choix, c'est une aimable foutaise, mais c'est une foutaise indispensable. Nous devons savoir à la fois que c'est une foutaise et qu'elle est indispensable, parce qu'autrement nous ne pourrons plus vivre, ni le malade, ni nous. Et je pourrai, jusqu'où puis-je pouvoir? Et je rappellerai, et merci de l'avoir rappelé, que le seul qui peut me retirer le pouvoir d'agir en société, c'est la loi, c'est le juge, parce que nous sommes dans une société démocratique où la liberté que je peux encore avoir est fondée sur mon égalité fondamentale d'être humain, et que cette égalité, cette fraternité n'ont aucun sens si nous ne sommes pas fraternels et solidaires. Je vous remercie.